Tu voulais le gros changement, quoi. C'est ça, je voulais vraiment découvrir autre chose et j'avais envie de changement. Donc il y a une possibilité d'immersion culturelle en Malaisie et aussi beaucoup de voyages partout en Asie du Sud-Est. J'ai déjà fait 3 autres pays. Donc du coup, tu as une voiture, un chauffeur, et il vient te récupérer en bas de chez toi et il te dépose à l'université. C'est un luxe quand même. C'est un luxe, c'est vrai. J'ai un 30-35 mètres carrés pour moi tout seul dans un condominium avec piscine, avec salle de sport. Voilà, donc je suis très confortable, quoi. C'est ce que tu avais aussi en France ou pas? Ah non, en France. 400 euros. À 400 euros, j'ai pas grand chose. Là, je payais plus de 600 euros en France et j'avais un 20 mètres carrés en coloc, quoi. J'ai côtoyé des Coréens, des Japonais, des Indonésiens. Les profs sont un peu plus relax aussi. C'est assez courant qu'un cours qui a un créneau de 2 heures, prof dure 1 heure. D'accord. Voilà. Sans aucune raison. Sans aucune raison. Fin des cours. Ouais, voilà. Il a fini son cours en 1 heure. C'est cool, j'aurais dû faire mes études ici. Je suis avec Erwan, étudiant à l'université Malaya. Tout à fait. Et aujourd'hui, il va nous présenter un petit peu l'université, son parcours, ce que tu as aimé, ce que tu n'as pas aimé. Ouais, il y a des choses bien, voilà. On espère que cette vidéo va être utile aux étudiants. C'est surtout pour vous, les étudiants, les futurs étudiants, mais aussi pour les parents, peut-être pour les rassurer aussi. Rassurer, moi, mes parents ont eu, c'est vrai que je n'ai pas dit, beaucoup d'inquiétudes et d'a priori aussi sur la Malaisie. Et du coup, c'est vrai que ça a été une source de questionnement. Donc, c'est vrai que c'est important. Peut-être que cette vidéo pourrait rassurer certains parents. Voilà, n'hésitez pas à partager, à liker. Je m'appelle Erwan, j'ai 21 ans et je viens d'Alsace et j'étudie près de Paris, du coup à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye. Et là, je suis à l'université Malaya depuis septembre et jusqu'à juillet, donc pour 1 an, une année scolaire complète. Et à Sciences Po, c'est la 3e année d'études qui est obligatoirement à l'étranger. D'accord. Donc là, c'est ma 3e année. Okay. J'ai fait 1 an de prépa avant à Lyon. Ouais. Et là, voilà. Tu as voyagé un petit peu partout du coup, d'origine alsacienne, très fier Lyon, Paris et maintenant Kuala Lumpur. C'est ça. Pourquoi tu as choisi cette université en Malaisie? Il y a vraiment plein de raisons. Il y avait plein de destinations, j'avais le choix entre plein de destinations. Ouais. Et la Malaisie, au départ, c'était pas du tout, j'avais pas du tout prévu là-bas. Et finalement, je me suis renseigné pour un cas de plan B. Et j'ai vu que l'université avait beaucoup de cours en lien avec l'écologie. Moi, je suis quelqu'un qui est très intéressé par tout ce qui est la crise environnementale, l'écologie, comment on se bat contre ça. Et du coup, ça a été un des premiers facteurs. Et puis finalement, au départ, j'ai été sur une destination qui était très confortable, très européenne. Et je me suis dit, mais j'ai 1 an à faire à l'étranger et j'ai pas du tout envie que ça soit juste comme en France. Tu voulais le gros changement, quoi. C'est ça, je voulais vraiment découvrir autre chose et j'avais envie de changement. Donc il y a une possibilité d'immersion culturelle en Malaisie et aussi beaucoup de voyages partout en Asie du Sud-Est. J'ai déjà fait 3 autres pays. Et voilà, c'est un tout. La Thaïlande probablement. La Thaïlande, Singapour, le Vietnam, il y a le Cambodge qui est dans les cartons aussi. Excellent choix. Voilà. L'Indonésie, il ne faut pas oublier. L'Indonésie, c'est prévu à Lombok, ouais. Et Lombok, je recommande à 100%. Tu avais dit que tu avais le choix que d'autres pays, comme lesquels exactement? Alors, comme Sciences Po, c'est obligatoire, en fait, on a plus de 70 destinations. Moi, j'avais priorisé normalement l'Irlande, c'était mon plan A. Et finalement, du coup, j'ai changé d'idée sur la Malaisie. Donc, il y avait 2 destinations en Malaisie. Il y avait l'université Malaya et l'université l'UKM, qui est aussi à Kuala Lumpur, mais plus dans le sud. Et à Bangi. Bangi. Je vois. Et moi, j'ai privilégié du coup l'UM pour la qualité des cours sur l'environnement, justement. Des grandes personnalités ont étudié ici à l'université Malaya, je ne sais pas si tu es au courant. Le Premier ministre actuel, par exemple, Anwar Ibrahim, a été étudiant ici. Voilà, juste un petit aparté. Et le directeur de l'université, c'est un des rois, c'est le roi de Penang, il me semble. D'accord. Il y a des grosses personnalités. Et maintenant, il y a Erwan. C'est beaucoup moins grosse. Tu avais déjà voyagé avant ou c'est la première fois que tu venais ici en Asie? Non, en Asie, c'est vraiment la première fois. C'est une découverte totale. Alors, j'avais mon frère jumeau qui est parti 1 an au Japon avant moi. Donc, je savais un petit peu déjà comment se préparer, ce qui est un atout. Mais à part ça, je n'ai pas voyagé énormément en dehors de la France. J'ai fait 1 semaine à New York, 1 semaine déjà en Irlande et c'est tout. Je suis arrivé ici mi-septembre. Mi-septembre. Et je repars en juillet. D'accord, mi-septembre et tu as commencé les cours, quelle date exactement? Tu t'es laissé 1 semaine
entre ton arrivée et la rentrée ou comment ça s'est passé? Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, les cours commençaient le 9 octobre. D'accord. Mais il y a eu une semaine, donc il y a une association ici qui s'occupe des étudiants internationaux comme moi, qui s'appelle l'Université Malaya Global Bodies. Et du coup, ils ont fait une semaine d'intégration en fait, d'événements juste avant que les cours prennent. Donc on a eu, en fait, j'ai eu une semaine pour faire mes papiers et tout, parce qu'il y a encore beaucoup de travail administratif une fois qu'on arrive en Malaisie. Ouais. Ensuite, il y a eu cette semaine d'intégration, une nouvelle semaine de repos et le début des cours. Donc en gros, tu as eu 2 semaines, voire 3 semaines entre le vrai début des cours. Ouais, c'est ça, 3 semaines. D'accord. Ouais, ce qui a été confortable. Tu as parlé des démarches administratives. Ouais. Comment ça s'est passé? J'ai beaucoup de questions de la part d'étudiants concernant le visa étudiant. Comment ça se passe? Comment tu as fait toi de ton côté depuis la France pour avoir un visa? Alors, il faut savoir moi personnellement, j'ai été très aidé par mon école et normalement, on est très aidé par l'université d'accueil aussi. Okay. L'université Malaya est très très bien organisée sur ça. Elle nous envoie un PowerPoint de plus de 70 slides avec toutes les démarches expliquées pas à pas. Donc ça, c'était vraiment utile. Et, en anglais, hein, c'est ça? En anglais, voilà. Oui. En fait, il y a certains étudiants qui nous envoient des questions. Est-ce qu'il faut être vraiment à l'aise en anglais? Oui. Si tu arrives avec un niveau moyen, ça passe quand même ou… Je connais des gens qui sont arrivés avec un niveau moyen et qui ont un niveau maintenant qui est meilleur. Et c'est tout l'intérêt aussi. D'accord. On s'améliore en anglais parce qu'en fait, on est obligé, tout simplement. Ouais. Mais je préconise quand même d'arriver avec un solide niveau. Normalement, l'université Malaya, elle demande le TOEFL. D'accord. Moi, j'ai eu mon université, on a permis de pas forcément le demander. J'ai eu juste besoin d'une attestation. Ouais. Mais normalement, il y a quand même un niveau qui est demandé en anglais. Et en vrai, c'est mieux parce que même si on est confortable en anglais, qu'on a l'impression qu'on comprend un peu, il y a quand même le jeu des accents. Et c'est parfois difficile de comprendre. Même moi, je me considère vraiment fluide en anglais. Parfois, j'ai du mal. Ouais. Pardon, je t'ai coupé. Hein, on parlait du visa. Donc, ils t'ont envoyé un slide, plein de documents en anglais. Et ça s'est fait assez facilement ensuite? Oui, ça s'est fait assez facilement. Alors, il faut suivre vraiment les démarches autant. Il ne faut pas oublier une certaine démarche parce que les deadlines sont assez rapides. Et c'est vrai que ça se déroule sur plusieurs mois. Donc, il faut quand même ne pas être oublieux. Et je sais que parfois, il y a des petits problèmes, notamment quand il fallait payer le visa. Donc, le visa, nous, on peut avoir un e-visa. Ouais. Donc, on n'a pas besoin de donner notre passeport à une ambassade ou quoi. Donc c'est très pratique, mais je sais que parfois il y avait des petits problèmes avec les paiements cartes bancaires, notamment sur le site, des gens qui n'arrivaient pas à le faire, donc on a dû essayer avec plusieurs cartes et tout. Donc ne pas hésiter à s'y prendre tôt pour éviter d'être en panique. D'accord, toi par exemple, tu as commencé les démarches quand exactement? Alors moi je les ai commencées, j'ai été vraiment, parce que j'aime bien quand tout est organisé, donc j'ai vraiment commencé très tôt, je crois avril-mai. Avril-mai 2023. Ouais. En fait, le truc, c'est qu'il faut calculer parce que le e-visa, il est valide que 3 mois. Donc, si je l'avais eu plus de 3 mois avant, ça ne me servait à rien. D'accord. Donc, c'est pour ça, je sais que j'ai des connaissances qui sont à l'UQAM. Elles ont un contact là-bas qui était en France, qui navigue entre les deux pays et qui est leur référent et qui leur avait dit en août, vous faites votre visa. Moi, en fin juin, je crois, je l'avais déjà. Ah ouais, voilà. Tu étais plus tranquille, plus serein pour la suite. J'avais tout. Ouais. Et ensuite, comment ça s'est emboîté? Tu as pris ton billet d'avion? Alors, j'ai un peu fait les choses à l'envers, du coup. Moi, j'ai pris mon billet d'avion un peu avant d'avoir mon visa, parce que comme il n'y avait aucune raison que je n'ai pas mon visa, c'était assez safe. C'est pas ce que l'université nous dit. L'université, elle nous dit, attendez d'avoir votre visa, prenez votre billet. Mais pour une question de prix, moi, j'ai pris avant. D'accord. Et du coup, juste pour revenir sur le visa, donc, en fait, il y a plusieurs services au niveau de la Malaisie. Le premier service auquel les étudiants auront affaire, c'est l'EMGS, qui est du coup Education Malaysia Global Services. Et eux, ils vont nous donner, au bout d'une procédure qui voit avec l'université, ce qu'ils appellent une IVAL, donc une Visa Approval Letter, donc une lettre d'approbation du visa. Et ensuite, grâce à cette IVAL, on va pouvoir demander notre visa. Donc ça se fait en 2 temps, c'est pour ça qu'il faut prévoir le temps de le faire. D'accord. C'était juste ce que je voulais préciser. Et quand tu arrives en fait ici à l'aéroport, tu as déjà ton visa dans ton passeport ou tu as un document imprimé? Non, du coup c'est un e-visa qui est imprimé en fait. Donc on vient, on a besoin d'une flopée de documents, l'e-visa, l'IVAL, la lettre d'acceptation de l'université, enfin vraiment plein de choses. Et ensuite du coup on a un visa provisoire d'1 mois qui nous permet de finaliser le visa en Malaisie
pour ensuite avoir un sticker dans notre passeport. C'est ça, ouais. Donc ce qu'il faut faire, c'est on arrive en Malaisie, on fait un contrôle médical dans les 7 jours après notre arrivée. Et ensuite, on va au bureau de… Moi, c'était pour aller au bureau de l'université. Il y a un service qui est spécialement là où ils collectent notre passeport et notre attestation qu'on a fait le contrôle médical. Et si notre contrôle médical il est bon, et bien dans ce cas-là, dans 2-3 semaines après, on a notre passeport de nouveau. Donc avant l'expiration de notre visa facultatif. Et on a notre visa. C'est un visa de 1 an, de 6 mois? Ouais, c'est un visa de 1 an, mais qu'on doit faire invalider au départ. Est-ce que tu as rencontré des difficultés ici? Des difficultés, j'en ai pas vraiment de précises en tête, mais c'est vrai qu'il ne faut pas se dire que tout va être tout rose tout le temps. La principale difficulté, ça va être d'être loin de chez soi. Et je ne sais pas si on va m'attendre beaucoup. Là c'est la tempête. Bon, voilà, ça s'est arrêté, je crois. Ouais, c'est bon. Mais du coup, en fait, les principales difficultés, je pense, elles vont être plus psychologiques parce que c'est éprouvant quand même d'être dans un autre pays, d'être toujours dans un sentiment de découverte, d'expérience. Ça peut être fatigant. Ouais. Et même d'être loin de ses proches aussi. Moi, je sais que là, on sort de la période des fêtes que je passe normalement avec ma famille. Ah oui. Ça a été une période qui a pu être un peu compliquée parfois. Mais du coup, c'est ça les principales difficultés. Et ça va être celle de s'adapter aussi au nouveau milieu, à la chaleur, à la nourriture. Moi, c'est mon gros point noir. La nourriture, ça passe pas. Non, mais j'ai des goûts très compliqués aussi. Donc, on va en parler peut-être à la fin. Tu vas énumérer un petit peu ce que tu as aimé, ce que tu as moins bien aimé ici en Malaisie. Ouais, bien sûr. Ok. Je crois qu'on va bouger parce que là, je pense qu'on ne va pas nous entendre. Voilà, bienvenue en Malaisie. Il fait chaud, il pleut. C'est la réalité des choses. Au moins, on ment pas. Ah ouais. Je vous montre en même temps à quoi ressemble l'université. C'est très grand. C'est un campus. Peut-être qu'on ira faire un tour lors d'une prochaine vidéo. Là, c'est un amphi, c'est ça? Ouais, c'est un amphi. En fait, tu as des amphis tout là. Mais là, il y en a 2 aussi. Donc moi, j'ai cours juste là après. Ok. Il y a du monde dedans ou il n'y a personne à ton avis? On peut filmer? Celui-là, je crois qu'il y a… Il n'y a personne. On peut regarder. Là, du coup, il n'y a personne. On va s'installer ici. Et en même temps, on va montrer à quoi ressemble l'amphi. Ouais. Il fait super froid. Ils ont mis la clim au max. Et ça, c'est un des amphis modernes. Et toi, qui es pro-écolo, voir toute cette clim partout dans les centres commerciaux, à fond, dans les bus, dans les voitures, ça doit te… C'est ce qu'on en parlait avant. On fait des concessions sur l'écologie. Moi, je le savais quand je suis allé en Malaisie. Je savais que ce ne serait pas comme en France. Ouais. Après, je ne peux pas dire que ça me fait pas du bien d'avoir de la clim aussi, quoi. Et je l'utilise chez moi aussi parce que c'est nécessaire. Je peux pas… il fait… Mais j'essaye de la mettre un peu plus chaude que 19 degrés, quoi. Là, je crois que les gars, ils ont mis à 16 degrés. Hein. Ouais, non, c'est tout le temps comme ça quand il y a la clim dans les salles. Et dès qu'ils l'enlèvent, il fait très vite très chaud, quoi. Ouais, on a un cours de quoi là en fait? Spectrum Login. Donc Spectrum, c'est le service de campus en ligne en fait de l'université. Donc c'est là qu'on va retrouver tous les modules de cours, pas l'emploi du temps. L'emploi du temps, c'est un autre site internet, ce qui complique un peu les choses. D'ailleurs, j'ai pas trop compris pourquoi ils ont fait 2 choses comme ça. Mais Spectrum, il est basé sur le modèle bien connu en France de Moodle. Donc les étudiants qui ont Moodle, ils vont se retrouver là sans problème. Ok. Voilà, sur Spectrum. Moi, je suis loin de tout ça. Hein. Ça me parle plus tout ça. J'imagine. Bon, on s'est posé ici. Ça sera un peu plus calme. Tu as évoqué du coup les difficultés avec la distance, ce qui est normal même pour un expatrié. 10 000 km, surtout si toi tu es seul ici, c'est beaucoup plus compliqué. La famille, les amis. Et tu as d'autres difficultés à… En fait, c'est un peu lié à ça, c'est la difficulté sociale. Alors moi, j'ai de la chance, j'ai 6 personnes de mon école qui sont actuellement à Kuala Lumpur, mais je n'ai pas des contacts avec toutes. Mais en fait, c'est vrai qu'il faut savoir que nos groupes classes ne sont pas les mêmes tout le temps. Comme on ne suit pas un diplôme précis, en fait, on choisit nos cours à la carte, on peut choisir dans différents modules, c'est ça? On choisit le cours comme on veut, quoi. Tant qu'il n'y a pas de 2 cours en même temps, on peut choisir dans n'importe quelle faculté. Mais du coup, ça a l'inconvénient qu'on n'a pas de groupe classe fixe. Et du coup, on n'a pas la possibilité de créer des liens au fur et à mesure avec des gens, des personnes avec qui finalement on est à côté en classe, qui deviennent nos amis binôme. Et tout. Ouais, voilà, avec de créer un groupe social finalement est beaucoup plus réduite. En plus de ça, il y a la barrière de la langue. Donc ça peut être quelque chose de compliqué. Du coup, il ne faut pas hésiter, c'est compliqué quand on est introverti, mais à aller voir les gens,
juste leur dire bonjour, passer un… Voilà. Au fur et à mesure, ça se crée. Moi, j'ai quand même beaucoup de connaissances. Ça, c'est l'avantage aussi si on veut vivre dans un dortoir. Il y a beaucoup d'inconvénients à vivre dans un dortoir pour des gens habitués au confort de la France. Voilà, ne pas avoir de douche chaude ou de clim dans les dortoirs. Les dortoirs, ils ont douche partagée, on partage tout. Ils partagent tout. Ils sont 3 dans la même chambre, ils partagent le lit. Enfin, c'est un internat, quoi. Là, tu crées des vrais liens. Mais voilà, par contre, les liens sociaux sont beaucoup plus forts. Et je sais qu'il y en a beaucoup, ils ont des groupes comme ça qui se sont formés. Le groupe du dortoir 12, le groupe du dortoir 11, le groupe de la maison des internationaux. Voilà. Donc, mais dans ta résidence, peut-être, il y a d'autres étudiants aussi Ouais, il y en a plein. Il y en a qui sont en coloc. Si vous pouvez être en coloc, franchement, ça peut être bien. Moi, je voulais le faire. Finalement, je n'ai pas pu parce que je restais 1 an, qu'il restait 6 mois. C'était trop compliqué. Mais sinon, franchement, n'hésitez pas à être en coloc. Ça peut faire vaincre la solitude. Coloc, ça peut être à double tranchant. Tu peux tomber sur des bonnes personnes comme des mauvaises personnes. Oui. Ça, c'est ça peut être risqué, mais ça fait partie du jeu. C'est ça. Et généralement, il faut savoir aussi les gens qui vont dans un autre pays comme ça, c'est des gens cool qui ont envie de découvrir les gens. Donc, si vous faites une coloc avec des personnes d'un autre pays, ils sont aussi là pour découvrir et ils sont aussi dans cette volonté-là. Sinon, ils ne seraient pas partis. Donc, il y a déjà ce point commun d'essayer de découvrir des choses et tout qui peut être un point commun de rapprocher. Enfin, je pense que c'est vrai. Voilà, quelque chose. Le week-end, tu sors ou comment ça se passe? Ça dépend des week-ends. Moi, j'ai des longs week-ends. Donc, j'ai eu l'occasion de faire parfois un voyage ou 2. J'en ai fait 2 des voyages, donc un en Vietnam, un à Singapour, durant 4 jours de week-end. Après, le week-end, oui, parfois on sort et parfois on reste aussi chez nous parce que là, notamment, je rentre dans une période où il va falloir travailler plus. Donc là, il y a les partiels, hein, c'est ça? C'est ça, il y a les partiels, beaucoup de travaux de groupe et de rendus qui arrivent aussi, qui ont été un peu repoussés, mais bref, peu importe. Et du coup, là, il y a tout qui s'enchaîne. Voilà. Mais courage, sinon, ça va aller. J'ai vécu pire. Mais sinon, il y a… tu m'as dit, juste, pardon, je te coupe, tu m'as dit le niveau ici est un peu plus relax, un peu plus bas ou quand c'est par rapport à la France? Je pense qu'ils n'ont pas les mêmes attentes que par rapport en tout cas à mon école en France. Moi, c'est vrai que quand j'ai vu les premières présentations orales faites par des étudiants locaux, j'étais conscient que j'avais un meilleur niveau. D'accord. Et voilà, et ça s'est confirmé quand j'ai eu une très très bonne note à mon oral. Et c'est vrai que les attentes ont l'air un peu moins hautes et les cours, les profs sont un peu plus relax aussi. C'est assez courant qu'un cours qui a un créneau de 2 heures, prof dure 1 heure. D'accord. Voilà, sans aucune raison? Sans aucune raison. Fin des cours? Ouais, voilà, elle a fini son cours en 1 heure. C'est cool, j'aurais dû faire mes études ici en fait. Moi j'avoue, ça me déconcerte et je suis pas fan de ça. Mais parce que, je sais pas, j'aime bien que… Enfin, j'ai l'impression de manquer quelque chose, que je vais pas être prêt pour le partiel ou quoi. Mais bon, c'est assez commun ici, il y a même des profs. Moi j'ai eu un prof une fois, il est venu 30 minutes en retard, il nous a fait cours pendant 30 minutes et c'était fini quoi. Ah ouais. Là c'est un peu, un peu irrespectueux aussi parfois, on a l'impression, mais c'est vrai qu'il y a une culture différente au niveau de, je crois, du fait d'être ponctuel ou quoi en Malaisie, ils sont plus relax là-dessus. Donc, faut être préparé aussi à ça. Pour revenir sur les relations sociales, il y a beaucoup de Français dans les universités malaisiennes parce que nous, en tout cas, sur nos réseaux, on reçoit beaucoup de questions de la part des étudiants. Je pense qu'il y a beaucoup d'étudiants qui sont intéressés par venir faire ces études ici, peut-être 6 mois en échange ou peut-être plus. Est-ce que toi, tu as eu l'occasion de rencontrer des Français ici ou tu essaies de vivre une expérience vraiment en totale immersion avec les locaux ou les étudiants étrangers? Comment ça se passe? Donc les Français, oui, j'en connais quelques-uns et en vrai, il y en a beaucoup. Donc si on a envie de rester avec des Français, je pense que c'est possible. Moi, c'est pas ce que j'ai décidé de faire. Parce que c'est pas intéressant. J'ai pas envie de rester avec les mêmes personnes. Donc je côtoie beaucoup, notamment des Japonais. Parce que les Japonais restent, pour la plupart, ceux que je connais, aussi 1 an. Donc ça a un avantage. Parce que c'est vrai que pour moi, il y a cette difficulté supplémentaire où je me fais des amis, mais ils partent là dans 1 mois et je dois tout refaire, quoi. Donc je préfère tout de suite prendre des liens avec des gens qui restent 1 an. Concernant les étudiants locaux, ça c'est quelque chose qui est valable, je pense, pour toutes les destinations, tous les échanges à l'étranger. C'est quelque chose que j'ai observé par les étudiants internationaux qui étaient dans mon école aussi en France. On n'a pas beaucoup de contact avec les locaux, tout simplement parce que les locaux, ils ont déjà leur groupe d'amis. Ils n'ont pas
le besoin, entre guillemets, d'aller rencontrer des nouvelles personnes. Ouais. Donc, ce qui se passe, c'est que les internationaux restent plus entre internationaux. Et du coup, moi, j'ai côtoyé des Coréens, des Japonais, des Indonésiens. Les Indonésiens qui restent aussi beaucoup entre eux, ils sont très nombreux forcément. Ouais. Et ils ont une culture très proche des Malais, donc ils restent aussi avec les Malais. Quelques Chinois aussi, évidemment. Voilà. Mais ouais, les Malais, c'est plus compliqué parce qu'on n'a pas la même vie, tout simplement aussi. D'accord. Voilà. Le budget en tant qu'étudiant. Ouais. Pour toi, selon ton mode de vie, c'est combien le loyer, la nourriture, les loisirs? Alors du coup, le loyer, comme j'ai dit avant qu'on s'est coupé, c'est 400 €, mais c'est quelque chose qui est assez cher. Et on peut, si on va en coloc notamment, on peut trouver moins cher. Mais j'ai un 30-35 mètres carrés pour moi tout seul dans un condominium avec piscine, avec salle de sport. Voilà, donc je suis très confortable, quoi. C'est ce que tu avais aussi en France ou pas? Ah non, en France. 400 €. À 400 €, j'ai pas grand chose. Là, je payais plus de 600 € en France et j'avais un 20 mètres carrés en coloc, quoi. Ouais. Mais j'ai été près de Paris, donc forcément, les prix sont très élevés. Donc là, on est à 400 € pour le loyer. Ouais, c'est ça. À ça, la nourriture, c'est un budget qui est quand même moins élevé qu'en France, hein, forcément. La nourriture coûte beaucoup moins cher. Tu cuisines ou tu manges souvent dehors? Je cuisine et je commande sur Grab souvent. D'accord. Parce qu'en fait, ça revient un peu au même prix. C'est vrai. Souvent. Donc, ça dépend de ce que tu manges, mais beaucoup ne cuisinent pas parce que soit ils n'ont pas le temps, soit ils te disent bon ben ça me revient au même prix de prendre un riz poulet dehors que le faire chez moi. C'est ça, ouais. Après, c'est vrai que moi je cuisine quand même, j'essaye de cuisiner régulièrement parce que j'essaye aussi de me faire des plats qui me rappellent un peu la France. Et c'est quelque chose, en gros quand je suis chez moi, j'essaye de faire un peu une pause à toute la découverte et tout parce que c'est épuisant. Et je pense que c'est important qu'il faut aussi avoir son cocon à soi et être confortable dans un univers qui nous est familier. D'accord, voilà. Un peu ton équilibre quoi au final. C'est ça, il faut équilibrer. D'accord. Et du coup pour le budget, nourriture, tu dirais combien à peu près par mois? Je dirais, allez, 200 €. 200 €? Ouais. 200 €, mais je mange bien, quoi. Ouais, tu te prives pas, quoi. Non, pas du tout. Tu n'es pas en train de compter à l'euro près. Non. Donc là, on est donc 2000 ringgit, donc 400 €, 200 €, on est à 600 €. Ouais, c'est ça. Les transports, peut-être, je ne sais pas. Les transports, bon, ça, c'est franchement anecdotique. Ouais. Alors, si on prend les transports en commun, c'est beaucoup moins. Moi, je payais un pass Navigo à 38 € par mois. Voilà, je suis beaucoup moins cher que ça. Ouais, le LRT doit me coûter à peu près 10 € par mois maximum, quoi. Après, je prends beaucoup Grab parce que c'est pas cher non plus. Allez, Grab, c'est l'équivalent d'Uber pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà. Donc du coup, tu as une voiture, un chauffeur, et il vient te récupérer en bas de chez toi et il te dépose à l'université. C'est un luxe quand même. C'est un luxe, c'est vrai. Mais l'université, on a l'impression quand on regarde sur la carte par rapport à chez moi que c'est près, mais c'est quand même 40 minutes à pied. Ouais, j'ai vu. C'est très compliqué d'accès. Hein. Ouais, c'est ça. Tu as tout à côté, mais les trajets sont… C'est ça, parce que en fait, comme tu as des montagnes et tout, enfin des petites collines, et là tu fais les détours et bref. Donc c'est assez long. Ça, c'est important en fait. En fait, faut le préciser pour les gens qui vont peut-être chercher un logement en fonction de la distance, mais pas en fonction de la durée du trajet. Il faut bien regarder la durée du trajet. La durée de trajet, c'est important. Moi, je sais que de base, je voulais peut-être aller vers KLCC, Bukit Bintang. Finalement, je me suis dit que là, ça allait être trop long. Ouais. Il y a les bouchons pas aussi. Souvent non plus. Oh, alors j'aurais pris le RT, les transports en commun. Ça m'aurait coûté trop cher sinon au niveau du Grab. Mais là, c'est vrai que du coup, pour donner une ordre d'idée, mon trajet pour aller à l'université, c'est 7-8 ringgit, parfois 6. Donc c'est 1,20 €, 1,40 € globalement. Ouais. Ce qui est… Par mois, on va dire, tu le fais ça quoi, 50 fois peut-être? Oh non, moins, un peu moins. Ouais, parce que l'université, je ne suis pas tous les jours. Ouais. Et parfois, je prends les bus ou quoi. Donc ça équivaut quasiment à ta carte Navigo en France à peu près. Je pense peut-être même un peu moins. 30 €, 30 € contre 38 € où tu prends les transports en commun en France, à Paris, avec les galères qui vont avec. Ici, tu as un chauffeur. C'est ça, il faut juste pas qu'il y ait de bouchons. C'est ça, c'est vrai que c'est un gros avantage. Donc on est, on va dire, là à un peu moins de 700 €. Ouais, 650.
Ouais, et est-ce qu'il y a d'autres dépenses? Après, il y a les dépenses un peu plus loisirs, de sortie ou quoi. Après, ça varie vraiment de votre train de vie. Je pense que si vous prévoyez 50 € pour les loisirs, c'est largement suffisant. Alors moi, là, le mois dernier, je me suis quand même fait un peu plus parce que j'ai fait un restaurant français avec des étudiants japonais et indonésiens. Lequel Chez Gaston, ça s'appelle. Ah oui, d'accord. Voilà. Et là, c'est un prix équivalent en France quand même pour le resto entrée plat dessert avec un verre de vin. Voilà. Donc ça revient plus cher. Mais sinon, je suis allé au ciné, au bowling. Ça coûte vraiment pas grand-chose. Pour 10 €, tu as les deux, quoi. Ouais. Donc grosso modo, un étudiant, s'il veut venir étudiant en Malaisie, il prévoit quoi, 700 à 1000 €, on va dire une bonne marge pour être tranquille? 700, on est déjà confortable, quoi, hein. 700 € par mois. Voilà. Et après, il y a le budget des voyages, bien entendu. Là, je n'ai pas compté. 700 €, sachant que toi, tu as pris un appartement seul. Il y a beaucoup de bourses que vous pouvez avoir. Les bourses du Crous, déjà, si vous êtes boursier Crous classique, vous gardez votre bourse pendant votre étude à l'étranger. Ah ouais, ça c'est top, ça. Là, tu vis bien. Hein. Elle est pas, enfin moi, j'ai pas une bourse énorme, mais ça dépend des profils. C'est ça dépend. Ça me rappelle des lointains souvenirs. Ok, voilà. Échelon 5 pour ceux qui reconnaissent. Échelon 5, échelon, je suis quoi moi? Maintenant, je crois que j'ai été régressé à 0 bis. C'est bref. D'accord. Mais c'est bon à savoir ça, avec le Crous. Et on a une bourse supplémentaire en plus pour les étudiants internationaux. Donc ça dépend. On fait notre application et on peut avoir minimum 800, maximum 3600 €. Donc c'est en fonction du mois que tu restes. Mais même si tu restes un an, tu n'es pas obligé d'avoir forcément pour 8 mois. Donc le maximum qui te paye, c'est 8 mois, donc c'est 400 € par mois. D'accord. Moi, j'ai eu la chance d'avoir du coup 8 mois, donc 3600 € plus, avec 2800 qui arrivent quand on arrive en Malaisie et 800 € qui sont débloqués une fois qu'on revient. Voilà. D'accord, c'est et à côté top, de ça, on peut avoir aussi des bourses régionales, mais celles-ci, elles ne sont pas cumulables avec la bourse nationale d'étranger. D'accord, il faut faire peut-être comparer. C'est ça. Par exemple, pour moi, exemple, l'Île-de-France, c'était 250 € par mois, ce qui était un pari en fait pour moi, puisque si j'avais cette bourse, j'étais sûr d'avoir 250 € par mois pendant 10 mois, donc 2500 €. Et l'autre bourse, je pouvais avoir 3600 €, mais je pouvais très bien avoir 800 € aussi. Donc, voilà. Mais en fait, c'est l'université qui choisit parce que l'État donne des enveloppes à l'université et c'est l'université qui répartit entre les étudiants ensuite. Voilà. Ok. Donc en gros, le budget, c'est pas une barrière en gros pour venir ici en Malaisie. Moi, ça a été un de mes arguments aussi quand j'ai dû me motiver ma décision de venir ici. C'était parce que justement, je suis étudiant boursier et que ça me permet de pouvoir pleinement découvrir le pays. Sans trop me soucier de l'argent, quoi. Et même j'ai pu faire des voyages incroyables dans des pays juste à côté. C'est parce que j'ai de l'argent de côté, parce que j'ai travaillé aussi. Tu avais hésité aussi avec l'Irlande, c'est ça? Ouais. Avec l'Irlande, je pense que tu n'aurais probablement pas eu le même lifestyle qu'ici non, j'aurais eu sûrement un lifestyle un peu similaire à la France. En vrai, en France, je vivais un peu comme ici, mais juste j'avais beaucoup moins de dépenses de voyage. C'est vrai que je suis plus confortable ici. Et c'est vrai que l'Irlande, les loyers coûtent très cher pour le coup, donc j'ai fait le bon choix de venir ici. Donc pour toi, en tant qu'étudiant, quels seraient les avantages ici à étudier en Malaisie? Les avantages déjà, c'est que c'est quelque chose d'original. Quand on parle purement étudiant, on recherche quelque chose d'original pour notre CV. C'est vrai que la Malaisie, ce n'est pas non plus la destination la plus connue, donc ça peut attirer la curiosité et faire de notre personnalité dans un entretien d'embauche, quelque chose qui est un peu plus original et un peu plus intéressant. Après, ça dépend aussi de ce qu'on recherche. Moi, je sais que justement, je suis très intéressé pour tout ce qui est environnement et tout. L'université Malaya où on est actuellement, c'est une université qui est vraiment reconnue au niveau mondial sur ce domaine-là. Ensuite, l'avantage d'étudiants, c'est petit budget et donc ça colle bien avec nos petits budgets d'étudiants à nous. Donc c'est très pratique. Et c'est aussi la découverte d'une nouvelle culture et ça, si on aime voyager, être dépaysé, c'est vraiment un avantage incroyable avec des possibilités de faire des voyages dans toute l'Asie globalement, qui sont, il n'y a que le temps qui manque en fait.
Les En tant qu'étudiant toujours, hein, si y en a, je ne sais pas, peut-être le niveau, tu me disais, peut-être la rigueur des professeurs, je ne sais pas. Ouais, ça pour le coup, c'est vrai qu'au début, je le prenais plus à la rigolade, mais là, ça devient compliqué quand on a des professeurs qui nous disent une semaine avant qu'on a un rendu à faire la semaine d'après, qui ne nous donnent pas totalement toutes les consignes pour le faire, où ça reste flou, et c'est vrai que ça peut être un peu pénible. Moi, je sais que encore, j'ai de la chance parmi mes profs. J'ai des connaissances qui ont des profs où c'est vraiment les cours un peu, faut se débrouiller, quoi. On n'est vraiment pas guidé et ça peut être compliqué. Donc ça, c'est pour le coup un des points noirs de l'université, c'est cette organisation un petit peu. Le point noir, ça va être aussi peut-être la distance et le confort de vie du coup que ça empêche d'avoir. Il va falloir se lever peut-être un peu plus tôt. Voilà, il faut supporter ça, la distance. Et après, la distance, tu parles entre le logement et l'université. Ouais. Parce que même si on est proche géographiquement, ça prend du temps. Ouais, là, c'est propre, on va dire, à cette université. Peut-être que si les gens vont à UKM, par exemple, ils trouveraient quelque chose de plus proche. Alors, j'ai des connaissances à UKM. Pour le coup, UKM, c'est encore plus compliqué parce que ça dépend de ce qu'on veut vivre aussi. Mais l'UKM, elle est assez éloignée de tout. Ouais, donc quand moi, les connaissances que j'ai qui sont à l'UKM, elles sont en fait, elles vivent à Bukit Bintang. Et elles prennent soit le Grab, elles peuvent le partager le Grab parce qu'elles sont 4. Tous les jours, ils font Bukit Bintang UKM. Ils sont pas courts tous les jours. Ah ouais. Mais ouais, sinon c'est ça. Et il y en a qu'une qui a choisi de vivre plus près de l'UKM. C'est moins, je pense, c'est moins agréable peut-être de vivre là-bas qu'à Bukit Bintang. C'est ça, pour la vie étudiante, pour sortir, pour découvrir un peu la vie de Kuala Lumpur. Au final, c'est à toi de choisir. C'est ce qu'on veut, quoi. Voilà, si tu préfères avoir un environnement un peu plus, je sais pas, joyeux, on va dire. Bukit Bintang, c'est quand même très touristique. C'est toujours c'est ultra actif. Donc la distance ici pour toi entre ton logement et l'université, c'est un peu un défaut. Mais ça, c'est quelque chose que je retrouve plus globalement à Kuala Lumpur. Et je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi, mais j'ai l'impression que les chemins ne mènent nulle part. On a l'impression qu'il y a plein de routes, plein de chemins, et ça prend un temps mais infini. Parce qu'il fait chaud. C'est parce qu'il fait chaud. Une minute ici, c'est équivalent à 10 minutes en France quand tu marches. Même en voiture, je comprends pas. Il y a l'impression que c'est ultra bien desservi et en fait quand tu veux aller d'un point A à un point B, et tu te rends compte que tu prends des détours. Si tu manques une sortie ici, tu perds facilement 10-15 minutes. La chaleur, ça peut être un inconvénient quand même, même si ça fait partie du truc et il faut s'y préparer et il faut être conscient, il faut l'accepter. Et voilà, là, il fait 5 degrés en France peut-être. En Alsace, peut-être 2. Peut-être, je sais pas. Faudrait que je regarde sur mon téléphone, mais c'est ça. Là, on est à 30. On est à 30. Tous les jours, 30. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose, moi, ça me manque en fait. Je trouve ça monotone, que ça soit tout le temps le même temps. Genre, on sait que l'après-midi il va pleuvoir, on sait que voilà, on sait. Et un autre petit inconvénient, mais ça, c'est propre à moi. Et je sais que si des Malais qui parlent français m'entendent, ils vont être pas contents parce qu'ils sont très fiers de leur nourriture. Mais moi, j'ai essayé. Nasi Lemak, c'est bon, mais bon, c'est pas. Tu vas pas courir après. Ouais, voilà, c'est ça. Et j'ai ce côté-là où je ne peux pas manger ce qui est épicé, donc c'est très compliqué. Et du coup, ça me freine un peu quand je veux sortir ou quoi. Parce que j'ai toujours peur de tomber sur un truc qui est épicé. Ça m'est déjà arrivé de me dire non, ça, ce n'est pas épicé. Et d'avoir la bouche en feu derrière. Quoi. En fait, il faut connaître. C'est ça. Et pour connaître, il faut essayer. Voilà. Pour essayer, faut perdre parfois. Et peut-être que tu as trop perdu. Il y a beaucoup de plats épicés. L'autre avantage, c'est quand même il y a on va dire une variété de cuisine. Ici, tu peux retrouver un petit peu cuisine européenne, vietnamienne, thaïlandaise, chinoise beaucoup. Voilà, il y a beaucoup de choix. Indienne, même si indienne, ça peut être très épicé aussi. Oui, indienne, on évite. Mais oui, ça c'est incroyable. Par contre, la diversité culturelle de la ville, elle est dingue. Il y a plein de choses à voir, plein de cultures différentes. Même là, j'étais du coup dans les Genting Island, il y a un temple chinois. On n'est pas en Chine, quoi. Il y a un temple bouddhiste à Kuala Lumpur aussi. Enfin, vraiment, c'est. Il y a une vraie mixité culturelle. Je filme en même temps. Ok. Si tu as quelques conseils à partager, ça serait lesquels?
Alors, mon principal conseil, du coup, ça va être vraiment déjà de bien se préparer et s'informer. Et avant de commencer à faire des démarches, d'être sûr de son choix et de bien connaître le pays. Donc, par exemple, moi, j'ai commencé à m'informer, à voir la Malaisie. Parce que déjà, je connaissais quasiment pas la Malaisie. Hein. Je savais même pas trop où se situer sur une carte. Et déjà, le site Vivre en Malaisie, franchement, moi, il m'a beaucoup aidé. Elle est super ce site. Hein. Vraiment incroyable. Je suis payé combien pour ça? À 50 € juste après. Oh yes. Et ouais, même peut-être voir la page Wikipédia pour comprendre l'histoire du pays, comme les populations qu'il y a aussi. Il ne faut pas hésiter à regarder les sites en anglais. Il y a beaucoup plus d'informations sur les sites anglophones que les sites francophones. Oui, parce que c'est un sujet qui est un peu plus niche, quoi. Et s'imaginer aussi la vie sans s'imaginer les magnifiques choses qu'on va pouvoir faire, mais sans trop idéaliser non plus. En étant conscient que ça ne sera pas tous les jours quelque chose d'exceptionnel et d'incroyable. Même si la majorité du temps, on a plein de découvertes à faire. Il y a des jours, il y a des hauts, des bas. C'est une année ou 6 mois complets, donc forcément, ça ne peut pas être que incroyable. Jusqu'à présent, est-ce que tu regrettes ce choix ou pas? Absolument pas, vraiment pas. Pour moi, c'est une expérience unique, c'est incroyable. Donc là, si tu peux me montrer la librairie, qui est ce grand bâtiment. Voilà. Donner, c'est aussi de rentrer en contact avec des gens qui y ont été ou qui y sont. C'est facile ça de trouver des anciens élèves ou des élèves actuels ici? Normalement, si vous avez l'opportunité d'aller en Malaisie, c'est que votre université le propose, on va traverser. Ils ont déjà des contacts, des anciens élèves et tout ça? C'est ça, c'est qu'il veut dire qu'il y a des gens qui y sont allés déjà, puisque c'est un partenariat entre votre université et l'université Malaya ou une autre université en Malaisie. Donc normalement, dans votre université, va y avoir des gens qui y sont déjà allés. Sinon, il y a forcément des groupes sur Facebook, des choses comme ça qui peuvent vous aiguiller avec plein d'étudiants, ou même il y a des groupes d'expats de français, et ça peut être quelque chose d'utile rien que pour avoir un contact au cas où il y a quelque chose, si on part tout seul, au cas où il y a un problème, quelque chose qui ne se passe pas bien. Voilà. Et pour aussi confronter notre vision des choses avec la réalité potentiellement, et ne pas se faire d'illusions ou des choses comme ça. Donc vraiment, voilà, être sûr de son choix, je pense que c'est la première chose. Et ensuite, bien préparer son voyage en préparant le nécessaire. Je ne sais pas s'il y a des vêtements à préparer, des choses l'organisation administrative, de l'organisation, pour ne avoir le moins de stress possible, parce que c'est quand même un grand changement. Donc si on peut préparer le tout, pas trop tarder non plus pour chercher des logements, même si les agents immobiliers ils aiment bien faire ça dans l'immédiateté. Ça se fait très rapidement ici. Ouais, c'est ça. Si on voit quelque chose un mois à l'avance, limite ça sert à rien. Ouais, c'est vrai. Mais au moins tu peux en fait connaître un peu les prix, à quoi t'attendre, et tu n'arrives pas un peu dans l'inconnu. Et repérer le quartier où on veut vivre. C'est ça, il y a tellement de choix. Important, c'est vraiment, voilà. Donc c'est vraiment surtout sur la préparation, parce que je pense que ça peut être ça le problème et la source de mauvaises expériences. Je sais qu'il y a des personnes qui ont des mauvaises expériences en année à l'étranger, parce que juste ça ne correspond pas à ce qu'elles s'attendaient à avoir. Et ça, c'est vraiment un manque de préparation, je pense, et de renseignement. Il faut vraiment se renseigner. Voilà. Merci Erwan. Merci pour ton temps. Je sais que tu vas reprendre le cours là tout de suite, d'ici 10 minutes. Ouais, un peu moins. Je te souhaite bon courage pour la suite. Merci. Merci beaucoup. À bientôt. Merci.